Ce mardi 14 avril, Kinshasa s'est réveillé sous un ciel couvert. Et l'atmosphère politique, elle, est encore plus lourde que les nuages. Bienvenue chez vous. Bienvenue sur Inside News RDC. Ce soir, une attention toute particulière pour notre compatriote Floribert Mboyamba, qui nous ouvre sa porte ce soir. Et à vous qui nous regardez depuis les canaux de Bruges en Belgique, depuis les rues d'Oslo en Norvège et depuis Eindhoven aux Pays-Bas, bonsoir à vous. Inside News RDC, c'est votre maison, où que vous soyez sur cette terre. Ce soir, une question traverse notre nation tout entière. Qui protège réellement les Congolais? Pendant que le Palais du Peuple débat d'accords qui engagent notre souveraineté, dans les avenues de Kinshasa, les braquages surviennent en plein jour. Et un élu de la propre majorité du président Félix Tshisekedi a posé hier, sur le bureau de l'Assemblée nationale, un acte rare, une motion de défiance contre l'homme chargé de notre sécurité intérieure. Nous allons décrypter ensemble ce mécanisme constitutionnel et ce qu'il révèle du malaise qui couve. Ce soir aussi, le ministre des Finances Doudou Fouamba a annoncé 7 projets financés par 1,250 milliard de dollars en eurobonds. Et les accords signés à Washington viennent d'être déclarés recevables par nos parlementaires. Accords qui engagent notre territoire, nos ressources et notre avenir. Les faits sont là, les chiffres aussi. Restons ensemble. Ce lundi 13 avril 2026, au Palais du Peuple, un geste politique rare. Ladi Yengotikala Senga, député national élu de Kisangani dans la province de la Tshopo, a officiellement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale une motion de défiance visant Jacquemin Chabani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières, avec près de 60 signatures déjà récoltées. Ce qui rend cet acte encore plus lourd de sens. Ladi Yengotikala Senga appartient au groupe parlementaire Bâtissons le Congo, c'est-à-dire à la majorité même qui soutient le chef de l'État. Posons-nous ensemble, un instant, cette question essentielle. Qu'est-ce qu'une motion de défiance et pourquoi cela compte pour chacun d'entre nous? C'est un mécanisme constitutionnel prévu par notre loi fondamentale. Il permet à des députés de demander formellement à la Chambre basse de retirer sa confiance à un membre du gouvernement. La motion doit franchir plusieurs obstacles, être rédigée avec des motifs précis, recueillir suffisamment de signatures, puis être déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée. Si elle est admise, le ministre concerné est convoqué devant la plénière pour se défendre. Et pour qu'elle aboutisse à sa destitution effective, elle doit être adoptée à la majorité absolue des 500 députés nationaux, soit au moins 251 voix. Ce n'est pas un tweet de colère sur les réseaux. C'est un acte constitutionnel solennel qui engage la responsabilité du Parlement devant le peuple qu'il représente. Pourquoi Jacquemin Chabani se retrouve-t-il dans ce viseur? Le document transmis au bureau de l'Assemblée est sans détour. Depuis sa nomination au gouvernement souminois II, le 29 mai 2024, le bilan sécuritaire de la capitale s'est dégradé de façon documentée. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024, la prison centrale de Makala a été le théâtre d'une mutinerie meurtrière. Au moins 129 personnes ont perdu la vie selon le bilan officiel. En novembre 2024, le mausolée de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, a été profané, une relique arrachée. Depuis, les braquages à main armée se multiplient dans les communes de Kinshasa, y compris en plein jour. Le cas le plus récent remonte au jeudi 9 avril, dans la commune de Barumbu. Et ce vendredi 10 avril, l'entrepreneur Vali Amizi a été abattu. Des images de vidéosurveillance montrant le suspect en possession d'une arme à feu. L'écart entre la promesse et le bilan est chiffré. L'opération Ndobo, lancée précisément pour enrayer l'insécurité urbaine, n'a pas produit les résultats attendus. Les interventions des forces de l'ordre restent lentes. Certains suspects arrêtés, d'autres en fuite. La circulaire du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya,
qui exige la discipline parlementaire au sein de la majorité, rend cet acte de rébellion d'autant plus significatif. Un élu de la majorité sort du rang, et il le fait au nom de la sécurité des citoyens. Louis Beya, activiste congolais des droits de l'homme et membre de la société civile, le dit clairement. Les ministres qui n'ont pas livré doivent partir, et la priorité de toute nouvelle équipe gouvernementale doit être de mettre fin à l'insécurité dans nos villes comme à la guerre à l'Est. Ce que vit le résident de Barumbu, de Lemba ou du Lingwala ce soir, ce n'est pas une abstraction parlementaire. C'est le trajet qu'on hésite à faire après 18 heures. C'est le commerce qu'on ferme plus tôt par peur. C'est l'enfant qu'on interdit de sortir. Cette motion pose une question qui dépasse le destin d'un seul ministre. Notre État est-il encore capable de garantir la sécurité, ce droit premier de chaque citoyen? Et si l'insécurité dans les rues de la capitale érode la dignité des familles les plus vulnérables, elle érode aussi la crédibilité que nous construisons péniblement aux tables de négociation à Washington. Ce qui se perd dans les ruelles de Barumbu, c'est la même crédibilité que nous défendons à l'international. Le lundi 13 avril 2026, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likumbe Libotayi, a présenté 7 projets prioritaires que l'exécutif entend financer grâce à une enveloppe de 1,250 milliard issue des eurobonds. Un chiffre qui capte l'attention sur les marchés financiers internationaux où les émissions obligataires des économies émergentes africaines sont scrutées avec un intérêt croissant par les investisseurs à la recherche de rendement. Ce programme d'envergure cible principalement 3 secteurs. Les infrastructures d'abord. Un nouveau terminal aéroportuaire de 49 000 m² capable d'accueillir jusqu'à 5 millions de passagers par an. Une rocade de 31 km autour de Kinshasa, incluant des échangeurs et des ponts. La réhabilitation de 300 km de routes urbaines et la modernisation de la route nationale numéro 4 reliant Kisangani à Beni sur 750 km. L'énergie ensuite. Un réseau de lignes de transmission électrique de 330 kV reliant la Zambie à la ceinture de cuivre congolaise et une centrale hydroélectrique de 64 MW dans le Kasai central. La formation professionnelle enfin. Des centres dans les grandes villes de Kisangani, Kinshasa, Mbuji-Mayi et Lubumbashi. Le relevé factuel est plus exigeant que l'annonce. L'ITIE RDC, dans son rapport 2023 rendu public en début 2026, établit que sur les 7 sociétés pétrolières titulaires de permis d'exploitation dans notre pays, aucune n'a soumis de déclaration de dépenses sociales volontaires en 2023. Et seules 2 d'entre elles ont déclaré des dépenses sociales obligatoires pour un montant total de 0,6 million de dollars. Pas un franc de plus. Dans le secteur minier, plus de la moitié des sociétés concernées n'ont pas rendu compte de leurs obligations sociales. Ce tableau n'est pas sans rapport avec la question des eurobonds. Si les entreprises qui exploitent nos ressources ne respectent pas leurs obligations sociales minimales envers nos communautés locales, qui garantira l'exécution rigoureuse de 7 projets à 1,250 milliard dans un pays où les chantiers publics ont une histoire compliquée avec les délais et les budgets? Le député national, dit Mafuta Kabongo, président de la commission économie, finances et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, avait anticipé cette question en adressant le 10 avril une question d'actualité au ministre Fwamba. Quel est le taux d'intérêt exact? Quelle est la maturité de cet emprunt? Et quelles mesures concrètes permettront d'éviter un effet inflationniste sur notre taux de change? Ces questions restent sans réponse publique précise. 1,250 milliard de dollars pour construire notre futur. Personne ne conteste la nécessité de ces infrastructures. La route Kisangani-Beni, seule, change la vie de millions de nos compatriotes dans les provinces enclavées. Mais la nation a le droit de savoir à quel taux elle emprunte, à quel horizon elle remboursera et quel garde-fou juridique protège ses fonds. Parce que la dette d'aujourd'hui, ce sont les francs congolais dans les portefeuilles de nos enfants. Demain. Ce même lundi 13 avril, dans la salle des plénières du Palais du Peuple, une décision de portée historique.
les députés nationaux ont déclaré recevables 2 projets de loi présentés par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Le premier texte concerne la ratification de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis. Le second porte sur l'accord de paix avec le Rwanda. Ces textes, transmis à une commission mixte, seront soumis à un vote en plénière dans les prochains jours. Ces accords s'inscrivent dans un contexte international redéfini. L'entreprise américaine Cobalt Metals, soutenue par des investisseurs comme Bill Gates, a déjà commencé l'exploration du lithium dans notre sud-est avec 50 millions de dollars et 13 permis de recherche. Le groupe chinois Zijin Mining se positionne sur les mêmes gisements. Et le nouveau chef de la MONUSCO, le diplomate américain James Swan, arrivé le 7 avril, renforçait ce mardi encore la cohérence entre les engagements diplomatiques et la réalité du terrain. La déclaration de recevabilité de ces accords n'est pas un événement isolé. C'est une pièce dans un puzzle géopolitique dont notre sous-sol est le centre. L'accord RDC-USA, présenté par Thérèse Kayikwamba-Wagner, prévoit un renforcement de la coopération sécuritaire et du partage de renseignements, un appui aux réformes institutionnelles, la promotion des investissements américains dans les mines, les infrastructures et l'énergie, et un volet humanitaire incluant la gestion des flux migratoires. L'accord avec le Rwanda, lui, met en avant la désescalade, le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités et le retrait des groupes armés, avec un cadre de dialogue permanent. La chronologie des événements établit l'inverse du tableau officiel sur plusieurs points. L'AFC M23, soutenu par Kigali selon des rapports d'experts onusiens qui n'ont pas été formellement démentis par Kigali, continue d'occuper des territoires dans l'Est. La question du retrait effectif reste ouverte. L'opposition a exprimé ses doutes. Le porte-parole de la coalition Lamuka, Prince Epenge, accuse publiquement le président Tshisekedi de chercher, dans ce rapprochement avec Washington, une couverture politique, notamment en échange de l'accueil de migrants expulsés des États-Unis, qu'il qualifie d'insulte pour notre dignité nationale. Ces accusations sont des prises de position politiques, mais elles expriment une inquiétude réelle que la commission mixte chargée d'examiner ces textes ne saurait balayer d'un revers de main. Ces accords sont désormais entre les mains de nos représentants. La commission mixte a une responsabilité lourde. Éviter que notre nation ne signe, dans l'enthousiasme du moment diplomatique, un chèque en blanc sur sa souveraineté. Quel mécanisme de valeur ajoutée locale est garanti pour le lithium de Manono? Quel calendrier contraignant pour le retrait du M23? Notre sol, nos ressources, notre territoire, ce ne sont pas des objets de négociation. Ce sont les fondements de notre existence comme nation souveraine. Ces questions de gouvernance et de représentation, elles se jouent aussi au niveau de nos institutions. Et 2 sujets majeurs attendent une réponse de nos parlementaires avant que le prochain cycle électoral ne s'ouvre. Une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par le député Meshak Mandefumuela, élu de Kasumba au Kasaï central, propose notamment de mettre fin à l'exclusivité accordée aux confessions religieuses pour la présidence de la CENI, ouvrant la voie à des candidatures désignées par l'Assemblée nationale. En réponse, une dizaine de responsables religieux, conduite par Ejiba Yanapia, président de la plateforme des Églises du Réveil du Congo, a publié lundi une déclaration ferme. Leur argument central, confié à des députés, eux-mêmes futurs candidats aux élections de 2028, le soin de désigner la tête de l'organe électoral. C'est inscrire un conflit d'intérêts dans notre architecture démocratique. Il rappelle le précédent de 2011, lorsque la politisation de la CENI avait conduit à une débâcle électorale, dont les séquelles se ressentent encore. Par ailleurs, le sénateur Norbert Bassangesi Katimtima a déposé une proposition parallèle au Sénat sur la révision de la loi électorale. À 2 ans du prochain cycle électoral, cette alerte mérite toute la gravité qu'elle exige. Qui doit garder les clés de notre maison électorale? Et pendant que la nation débat de son architecture institutionnelle, une autre lacune fondamentale s'impose. Depuis 42 ans, personne ne sait avec précision
combien nous sommes. Le dernier recensement général de la population en RDC remonte à 1984. Depuis, notre nation a traversé des guerres, des crises, des exodes massifs et une explosion démographique. Aujourd'hui, on estime notre population à plus de 112 millions d'habitants. Mais on estime. Sans données fiables, nos lois sur la décentralisation, notre découpage électoral et notre planification budgétaire reposent sur du sable. Ce lundi 13 avril, lors de la 6e séance plénière du Sénat présidée par Jean-Michel Sama-Lukonde, 79 sénateurs sur 109 ont adopté une motion incidentielle. Le ministre du Plan sera auditionné sur le projet FGPH2, le second recensement général de la population. Alain Apollinaire Akpadji, représentant résident de l'UNFPA, avait présenté l'opération en insistant sur le numérique, la confidentialité des données et la nécessité de mobiliser des financements. Les sénateurs ont posé les vraies questions. Comment recenser les zones sous contrôle de groupes armés à l'Est? Comment éviter les doublons avec l'ONIP? Et qui finance vraiment? Et jusqu'au bout? Ces questions ne sont pas administratives. Un État aveugle sur sa propre population est un État qui gouverne dans le brouillard. Ces enjeux de gouvernance intérieure ne se comprennent pleinement qu'en regardant ce que le monde fait de notre image et ce que nos compatriotes vivent aux frontières de l'Europe. En 2 ans, de 2023 à 2025, le nombre de Congolais demandant la protection internationale en Belgique a pratiquement doublé, de 1238 à 2422 dossiers. Pour le seul premier trimestre 2026, la Belgique a déjà reçu 450 nouvelles demandes. La RDC se retrouve ainsi au 3e rang des pays d'origine, après l'Afghanistan et la Palestine. Ce sont ces chiffres qu'Anne-Laine Van Bosswiet, ministre belge de l'Asile et de la Migration, a rendus publics lors d'une conférence de presse à Kinshasa ce lundi 13 avril, en visite qu'elle a elle-même qualifiée de mission de dissuasion. Son message: les raisons économiques ou financières ne constituent pas des critères valides au regard de la Convention de Genève. Elle a aussi alerté sur l'utilisation de faux documents, pratique qui conduit systématiquement au rejet et à un ordre de quitter le territoire. Ce que ce tableau dit de nous est plus sévère que le communiqué belge. La majorité de ces demandeurs vient non pas des zones de conflit à l'Est, mais de Kinshasa. Ce ne sont pas des réfugiés de guerre. Ce sont des compatriotes qui fuient une réalité économique que notre exécutif n'a pas su ou voulu corriger. Et cette réalité a un visage précis. Elle se lit dans des salaires qui, lorsqu'ils sont versés, ne couvrent pas le loyer, la scolarité des enfants et le repas du soir à la fois. Le salaire minimum interprofessionnel garanti reste l'un des plus bas du continent, autour de 5 à 6 dollars par jour sur le papier, rarement respecté dans les faits et quasi inexistant dans le secteur informel qui emploie pourtant plus de 80% de la population active. Des enseignants du primaire attendent leur paye pendant 3 à 6 mois dans certaines provinces. Des agents de l'État travaillent sans certitude d'être rémunérés à la fin du mois. Elle se lie aussi dans un marché de l'emploi où le diplôme ne suffit pas et où le mérite professionnel cède trop souvent la place au réseau, aux affinités politiques et aux arrangements discrets. À Kinshasa, les recrutements dans les entreprises publiques et les institutions étatiques sont notoirement pilotés par la cooptation, les appartenances tribales ou politiques, parfois par les paiements directs pour obtenir un poste. Avoir un titre universitaire ne garantit rien sans la bonne relation au bon endroit. Elle se lie dans un système de santé publique à l'agonie, où le taux de mortalité maternelle et infantile reste parmi les plus élevés au monde, non par fatalité géographique, mais par sous-financement chronique et délibéré, dans des infrastructures qui transforment chaque déplacement en épreuve, dans une école publique sous-financée, dont les enseignants peinent à transmettre ce qu'ils savent, faute de moyens et de considération, dans moins de la moitié de la population ayant accès à une eau potable sécurisée, dans une capitale, Kinshasa, où les coupures d'électricité rythment les journées et les nuits. Elle se lie enfin dans le paradoxe le plus cruel de tous. Un État assis sur des ressources minières parmi les plus convoitées de la planète. Cobalt, coltan, or, diamant.
dont la rente bénéficie à une élite restreinte, tandis que le budget social reste famélique. Les lignes allouées à la santé, à l'éducation et aux infrastructures dans les textes officiels ne se traduisent que rarement en réalisations concrètes sur le terrain. La corruption n'est pas un accident de parcours, elle est devenue une architecture. Nos gouvernements successifs n'ont pas brusquement échoué. Ils ont, de manière structurelle et répétée, choisi de ne rien faire de tangible pour offrir à nos concitoyens des conditions de vie dignes de ce nom. Et ce ne sont pas seulement les plus démunis qui partent, ce sont aussi les médecins, les ingénieurs, les juristes formés à grands coups par les universités congolaises qui trouvent à l'étranger ce que leur propre pays leur refuse. Une rémunération juste, un cadre de travail fonctionnel, une perspective d'avenir. L'État forme et l'exil récolte. C'est la double peine. La fuite n'est pas un caprice. Elle est la conclusion logique, douloureuse et rationnelle d'une équation que l'État a refusé de résoudre. Il existe certes une voie légale. Plus de 80% des demandes de visa réguliers déposées auprès de la Belgique sont accordées. Mais cette statistique, présentée comme une porte ouverte, mérite d'être lue avec lucidité. Un visa régulier suppose de répondre à des critères précis, justifier de ressources financières suffisantes, produire des relevés bancaires, prouver un emploi stable, attester d'attaches solides au pays d'origine, autant de conditions qui garantissent, aux yeux de l'ambassade, que le demandeur n'a pas l'intention de rester. Ce sont précisément les conditions que la majorité de ceux qui fuient ne peuvent pas remplir. Celui qui dispose d'un compte garni, d'un contrat de travail formel et d'un bien immobilier à son nom n'est généralement pas celui qui risque son avenir dans une demande d'asile hasardeuse. La voie légale existe, mais elle est dans les faits calibrée pour ceux qui en ont le moins besoin. Cette image projetée à l'étranger par notre diaspora contraste avec l'engagement diplomatique que Kinshasa cherche à construire depuis ses propres salles de réunion. Et ce mardi, un homme a choisi de venir mesurer cet écart de près. Le nouveau chef de la MONUSCO, le diplomate américain James Swan, arrivé à Kinshasa le 7 avril pour succéder à la Guinéenne Bintou Keïta, a accordé ce mardi 14 avril sa première audience formelle à la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner. Selon l'agence congolaise de presse, James Swan a salué l'engagement diplomatique de la RDC pour renforcer sa position sur les scènes régionales et internationales et réitéré la disponibilité de la MONUSCO à travailler en étroite collaboration dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Il a notamment insisté sur la nécessaire cohérence entre les initiatives diplomatiques, les mécanismes régionaux et les réalités humanitaires et sécuritaires sur le terrain. La nomination d'un citoyen américain à la tête de la mission onusienne en RDC intervient précisément au moment où les accords RDC-USA entrent en procédure de ratification. Ce positionnement n'est pas neutre sur l'échiquier géopolitique, et son accent sur la cohérence entre diplomatie et terrain est un signal adressé autant à Kinshasa qu'aux capitales voisines. Pour notre nation, la mesure réelle de ce partenariat ne se lira pas dans les communiqués de Kinshasa. Elle se lira sur la ligne de front à l'Est. Ce soir, notre pays vit sur plusieurs fronts à la fois. Voici ce que le terrain dit, des provinces de l'Est jusqu'au stade de Thaïlande. Depuis l'Est, une décision sans surprise, mais lourde de sens. Le Sénat a adopté lundi la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le vote est éloquent. 72 sénateurs pour, 0 contre, 2 abstentions sur 74 votants. Le ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux a défendu la mesure au nom de la persistance de l'insécurité à l'Est. Ce texte est désormais transmis à l'Assemblée nationale pour seconde lecture. C'est la énième prorogation d'une mesure d'exception censée être provisoire. À chaque reconduction, la même question se pose avec plus d'acuité. Quand notre nation retrouvera-t-elle une normalité institutionnelle dans ces provinces? Et que faudra-t-il de plus pour que l'état d'urgence cesse d'être la règle? C'est dans ce contexte de pression sécuritaire généralisée
que prend tout son relief ce qui se passe au sein même de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Une frange du collège des fondateurs de l'AFDC a dénoncé, dans un communiqué daté du 11 avril, 2 incidents qualifiés d'agression majeure. Une première violence a eu lieu le 3 avril au Palais du Peuple, attribuée à un groupe conduit par l'ancien secrétaire général dit Richard Malonda. La seconde concerne la journée du 9 avril, une tentative d'enlèvement et d'assassinat visant Otto Baïzi-Clovis, président national par intérim de l'AFDC. Des poursuites judiciaires ont été engagées. Ces violences au sein d'un parti de la majorité présidentielle sont un signal d'alarme sur la fragilité des équilibres politiques internes. Et ce remaniement du gouvernement Souminois II, annoncé par le président Tshisekedi depuis 2025, se fait toujours attendre. Plus d'1 an après l'annonce, aucun changement officiel. Herman Kitone, fonctionnaire de l'État, rappelle que depuis le 30 juin de l'année dernière, la nation attend une nouvelle équipe. La pression s'accentue. Les regards restent tournés vers la présidence, seule habilitée à trancher. Depuis le 13 avril et jusqu'au 30 avril 2026, l'Institut national de préparation professionnelle forme des militaires du service de communication des FARDC au pilotage de drones et à l'animation stratégique des réseaux sociaux. Ce programme de 3 semaines, porté par le projet Unipaix Sécurité, en partenariat avec des partenaires techniques, dont le représentant Christophe Thériez, vise à moderniser la communication opérationnelle de notre armée. Le directeur adjoint de l'INPP, Patrick Kayembe, a salué la confiance renouvelée des forces armées envers cette institution de formation. Notre armée apprend à raconter ce qu'elle fait. Ce n'est pas un détail dans une guerre où l'info est aussi un terrain de bataille. Sur le front de la société civile, une nouvelle structure fédératrice a vu le jour à Kinshasa ce 13 avril. L'Union des forces sociales pour les actions citoyennes congolaises, l'UFSAC, conduite par Jonas Chumbela, regroupe des associations de jeunes et de femmes dans 26 provinces du pays. Sa mission, éviter la dispersion des énergies civiques et porter un plaidoyer unifié sur les réformes. Son défi, préserver son indépendance dans un environnement politique où la société civile est souvent courtisée. À suivre de près. Et à Bujumbura, les Congolais vivant au Burundi ont été sensibilisés lundi sur les dangers des mines antipersonnelles. Cette session, organisée par le Centre congolais de lutte anti-mines en collaboration avec notre ambassade au Burundi, prépare des opérations de sensibilisation plus larges au Sud Kivu. Merli Milolo Katembo, coordinateur provincial du CCLAM au Sud Kivu, n'a rappelé avec une sobriété qui dit tout. Les mines ne choisissent pas leurs victimes. À Kisangani, dans la province de la Chopo, le gouverneur Paulin Lendongolia a lancé lundi les travaux d'asphaltage de la commune de Lubunga, sur la rive gauche du fleuve Kondo. 15 km de routes urbaines sur 36 mois, par l'entreprise MMLH DRC Holding Sarl, financée par le gouvernement central via le Bureau central de coordination. Ce qui rend ce chantier historique. Depuis l'indépendance de notre pays, c'est la première fois que la commune de Lubunga bénéficie d'un tel projet d'infrastructure routière. L'enveloppe exacte n'a pas été communiquée à la presse. Les habitants saluent, avec une prudence compréhensible au regard de l'histoire de nos chantiers publics. Ils veulent voir les travaux menés à leur terme. Nous aussi. Nos léopardes, elles, n'attendent pas. L'équipe nationale féminine de football, en Thaïlande, pour le tournoi FIFA Series, sur invitation de la FIFA, a écrasé l'Indonésie 7-1 en demi-finale. Kim Jinga et Mawete ont été les architectes de ce succès. Ce 15 avril demain, nos léopardes défient la Thaïlande, pays hôte, en finale. Toute la nation les regarde. Ce soir, le sport congolais porte aussi le deuil de 2 de ses bâtisseurs silencieux. Didien Djungbu Karala, président de la Ligue de cyclisme du Katanga, et Prosper Katako, président du club Smash de tennis de table, ont quitté ce monde. Leur départ rappelle combien notre socle sportif repose sur l'engagement de passionnés
que l'on ne mesure à leur juste valeur qu'au moment de les perdre. Que leurs âmes reposent en paix. Ce soir, notre nation a vibré sur plusieurs registres à la fois. À l'Assemblée nationale, une motion de défiance portant près de 60 signatures met en cause la gestion sécuritaire du vice-premier ministre Jacquemain Chabani, au moment où les braquages en plein jour à Kinshasa sont devenus une réalité documentée et insupportable. Dans la même enceinte, les accords RDC-USA et RDC-Rwanda ont été déclarés recevables, engageant notre territoire et nos ressources dans un équilibre géopolitique dont nos parlementaires porteront la responsabilité. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a annoncé 1,250 milliard de dollars pour 7 projets d'infrastructure. La nation attend les garanties de transparence et d'exécution que ce niveau d'engagement impose. Et demain, nos Léopardesses jouent une finale en Thaïlande, rappelant que notre nation sait aussi construire des victoires. Comme à l'accoutumée, une pensée pour vous ce soir. Thomas Sankara, celui qui refusait que l'Afrique emprunte sans condition, avait cette formule que notre actualité résonne d'une façon particulière. La dette, dans sa forme actuelle, est une conquête organisée de l'Afrique. Ce n'est pas une réponse, c'est une question. Et la question que nos parlementaires doivent porter dans la commission mixte chargée d'examiner les accords de Washington, comme dans celle chargée de superviser les eurobonds, c'est exactement celle-là. Servons-nous nos intérêts ou servons-nous ceux des autres? Demain, nous serons de retour avec de nouveaux faits, de nouveaux chiffres et de nouvelles questions. Ces sujets sur les accords de Washington et sur la souveraineté de nos ressources ont une profondeur que 2 minutes d'antenne ne peuvent pas épuiser. Nos émissions d'analyse, notamment l'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé et l'agression rwandaise, sont librement disponibles sur le canal YouTube d'Inside News RDC. Ce sont 2 dossiers au cœur de l'actualité de ce soir. Que Dieu bénisse notre nation et protège notre peuple. Que chaque Congolais, où qu'il soit, rentre chez lui ce soir en sécurité. C'était Mallory pour Inside News RDC. Je vous souhaite une bonne soirée. À demain.